Bonjour à tous. Moi, c'est à l'occasion d'un interchu à Mayotte en dernier semestre d'interne que j'ai eu l'occasion et le bonheur de découvrir cette petite île qui est située dans l'océan Indien, entre la côte est africaine et Madagascar, pour ceux qui ne se situent pas trop, et qui est pas très loin des Comores, historiquement et puis familialement complètement raccrochée à Mayotte. Donc, ces trois petites îles autour, Grande Comore, Moélie et Anjouan, qui formait anciennement l'archipel des Comores avant que, quand c'était encore un territoire d'outre-mer, puis ensuite Mayotte, qui est devenue indépendante et donc qui a constitué un département d'outre-mer en 2014. Donc le contexte mahorais, c'est celui d'une île qui est particulièrement plurilingue, dans laquelle, pour la population qui consulte en dispensaire à Mayotte, la langue maternelle principalement parlée est l'anjouanais à 34%, puis le shimaoré, donc la langue de Mayotte à proprement parler. Ensuite, on a le grand comorien, le shibushi, c'est la langue malgache, et le français qui est là qu'à 3% finalement, et le moélien. Les patients qu'on rencontre en dispensaire, ils parlent pour 63% d'entre eux 3 langues. Donc ils sont bien plus plurilingues que la plupart d'entre nous. C'est une île qui est pluriculturelle, avec des origines variées, africaines, malgaches, françaises et arabo-musulmanes, ce qui s'explique en partie par les courants migratoires en provenance des côtes voisines. Et en dispensaire, on assiste donc à une relation triangulaire entre un médecin, Mzungu, ils disent là-bas, le médecin, la plupart du temps blanc métropolitain, puisqu'ils sont majoritaires, un interprète, qui est un interprète informel, c'est-à-dire que ce n'est pas sa tâche dédiée. Il est infirmier, il est ASH, et parce qu'il parle le shimaoré, donc une des langues parlées là-bas, eh bien, il a pour vocation d'intervenir dans la consultation en tant que traducteur. Et donc le patient qui est au centre de cette triangulaire-là. Donc l'objectif primaire de mon travail de thèse, c'était de décrire d'abord les caractéristiques socio-linguistiques des patients qui consultent en dispensaire pour dégager les particularités de cette prise en charge en contexte interculturel et proposer in fine des pistes d'amélioration des pratiques professionnelles. Pour cela, un interne et un traducteur se sont déplacés dans les différents gros centres de l'île. C'est les gros dispensaires qu'on voit par des étoiles jaunes ici, qui sont répartis de façon assez symétrique sur l'ensemble du territoire, avec un dispensaire au nord, un au centre, un au sud, un à Mamoudzou, la capitale, et puis un à Petite-Terre. De ceci, on a fait une analyse quantitative qui répondait à l'objectif principal d'écrire les caractéristiques socio-linguistiques des patients consultés en dispensaire et une analyse qualitative. Et ce, en ayant un entretien avec un patient, donc le médecin, le traducteur, de tous les patients qui consultaient en dispensaire, un jour dans chacun des centres décrits. Donc, au total, 249 patients ont été interrogés et 34% déclaraient ne pas parler français. 52% déclaraient avoir besoin d'un traducteur pour la consultation médicale. Parmi les patients qui déclaraient savoir parler français, on se rend compte que finalement, 29% souhaitent quand même un recours au traducteur pour la consultation médicale. Donc on imagine bien là que d'autres problématiques que la traduction pure des mots entrent en jeu et probablement le phénomène important de médiation culturelle. Parce que quand on est médecin métropolitain, eh bien, on ne connaît pas tout ce qui est culturel dans l'île dans laquelle on arrive. Et probablement qu'un infirmier, un ASH qui, lui, vient principalement de l'île, eh bien, tout ça, il va pouvoir le médier et pas nous et être d'une grande aide en la matière. On a posé comme question aux patients, est-ce qu'ils pensaient que la différence de langue retentissait sur leur prise en charge? Et on se rend compte qu'indifféremment du fait qu'ils sachent ou pas parler français, globalement, 68% des patients pensent que cette différence de langue retentit sur leur prise en charge de façon négative.
Quand on analyse les deux catégories des patients qui déclarent savoir parler français et ceux qui déclarent ne pas savoir parler français, on se rend compte que l'impact jugé négatif est plus important quand les patients déclarent savoir parler français, à 74%, contre 58% pour la population qui déclare ne pas savoir parler français. Probablement que dans ces chiffres-là, qui relatent une différence significative, il y a une sous-déclaration de la part des patients qui ne savent pas parler français en lien avec une certaine forme de vulnérabilité qu'on retrouve dans d'autres études sur d'autres thèmes, notamment celui des violences faites aux femmes. Pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en pratique, en fait, on est parti de la parole des patients. Il y en a des centaines dans les entretiens qu'on a pu mener, mais là, je vous en ai remis quelques-uns pour que vous imprégniez un petit peu de leur parole à eux. Je vais vous les lire. Si le traducteur ne comprend pas la langue, ça pose des difficultés. Idem si le traducteur ne parle pas grand comorien, donc une des langues des Comores. C'est toujours le même problème. Il faut faire un grand effort pour comprendre les langues des 4 îles pour tout le monde. C'est le gouvernement qui doit envoyer des gens pour enseigner au traducteur. Un autre patient qui dit le traducteur, on le prend comme ça, on le met devant un médecin, sans stage ni rien. Avant, il était taximan. C'est quoi ça quand même? On fait n'importe quoi. À Mayotte, il n'a pas la notion de la médecine. Le patient dit quelque chose et il peut répéter au médecin autre chose. C'est pas normal, il devrait faire un stage. Faut du respect. Que les enfants apprennent aux parents. Les uns et les autres doivent faire des efforts, le patient doit apprendre le français, le docteur doit comprendre un peu le shimaoré. Parler plusieurs langues, c'est une richesse, les médecins doivent s'y mettre aussi. Comme ça, il y aura un juste milieu. Il faut être à l'écoute et attentionné. En regardant, on comprend les gens, il faut observer. Même si on est grand, on pourrait aider les traducteurs à apprendre la langue. Le mieux pour quelqu'un, c'est quand toi-même tu parles de tes problèmes. Pour les problèmes intimes, ce sera pour toi-même et le médecin et pas pour les autres personnes. Pour nous, les patients, étudier la langue, c'est une solution, mais les écoles sont ouvertes qu'aux gens qui ont les papiers, car on est dans un pays français. Un meilleur accueil à l'hôpital, ne pas crier derrière les patients dès qu'ils demandent quelque chose. Donc dans cette relation triangulaire, médecin-patient-interprète, qui est à la fois le lieu d'une médiation linguistique, mais aussi culturelle, on va reprendre les différents acteurs, ceux qui, en gros, n'allaient pas selon les patients et les propositions qu'eux-mêmes ont pu donner. Donc, concernant l'interprète, ce qu'ils ont pu relever, c'était un manque de fiabilité de la traduction, des problèmes de confidentialité et des équivalences difficiles entre les différentes langues, même celles qui ont une origine commune, puisque les langues du Comore ont une origine commune en provenance de la côte africaine, mais pour autant, les mots n'ont pas tous le même sens. Pour remédier à cela, ce que proposent les patients, c'est amener un interprète familial. Souvent, les enfants sont amenés en dispensaire à Mayotte. Ça pose tout un tas de problèmes après éducatifs parce que pendant ce temps-là, ils ne sont pas à l'école. Et voilà, donc ça remet encore des difficultés dans ces solutions-là. Embaucher et former des interprètes aux différentes langues, aux termes médicaux, au secret médical, à l'éducation thérapeutique, à l'écoute et à l'empathie. Donc, former des interprètes informels ou embaucher des interprètes formels, ça pourrait être une proposition aussi. Concernant le médecin, ce qui était relevé, c'était une mauvaise compréhension, une opposition entre un langage profane et médical, la iatrogénie, le manque de temps des médecins, l'éducation thérapeutique qui était difficile dans une différente langue. Et les propositions faites, apprendre le shimaoré et la culture. Alors, ne serait-ce qu'apprendre quelques mots, selon les études, ça a montré que ça augmentait le lien de confiance qu'il y avait entre le médecin et le patient. Donc même si la langue n'est pas parfaitement parlée, qu'on connaît quelques expressions, déjà il y a quelque chose qui se crée. Fidéliser les médecins, favoriser l'écoute et l'empathie et augmenter le nombre de médecins maoris étaient des propositions. Concernant le patient, ce qui véhiculait surtout, c'était des difficultés d'expression, des difficultés de compréhension de la langue, mais aussi du système de soins qui est, à la plupart de ces patients-là, difficile d'accès parce que la plupart viennent des Comores, la plupart n'ont pas de couverture sociale, doivent payer un forfait de 10 € pour entrer dans les dispensaires. Il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte, qui est un département d'outre-mer. Donc tout ceci, ça soulève aussi d'autres questions qui sont importantes et qui empêchent un recours facile aux soins pour ces patients. Donc les propositions étaient d'améliorer l'apprentissage du français à tout âge, de faciliter l'accès aux soins.
Donc en conclusion, améliorer les pratiques professionnelles passe à la fois par la valorisation et la formation des professionnels qui assurent l'interprétariat, par la formation des médecins à une pratique en contexte interculturel qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, et favoriser finalement l'intégration de l'ensemble de la population mahoraise au système de soins, eh bien, c'est très dépendant des interactions qu'il va y avoir entre à la fois le système éducatif, les politiciens et nos infrastructures sanitaires et les personnes qui y travaillent. Voilà, merci pour votre attention.